Alors, pour commencer, un grand merci à tous et à toutes pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche visuelle, collaborative et automatisée à travers d'un retour d'expérience très concret de Addis, qui, je l'espère, vous donnera des idées et des pistes d'amélioration de votre processus de test. Je m'appelle Güzel Kusanova, je suis Customer Success Manager au sein de Smart Testing et j'ai le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui. Je suis ravie d'accueillir Alex Bouchon et Bruno Winterberger qui ont donc gentiment accepté de nous partager leur expérience. Juste pour information, ils ont déjà présenté ce retour d'expérience lors de la GFTL 2025 et ce webinaire donne l'occasion de vous voir ou revoir ce récit. Donc, un grand merci à Alix et Bruno pour leur disponibilité et leur partage. Avant de commencer, je vais vous donner quelques précisions pratiques. Alors, pour toutes vos questions, merci de l'utiliser la section questions et réponses de Zoom et non le chat. Cela nous permettra de nous assurer que nous traitons chacune de vos questions. La présentation durera environ 40 minutes, suivie de dizaines de minutes de questions-réponses. Et nous répondrons à toutes vos questions en direct. Donc, si nous n'aurons pas le temps de traiter les toutes, alors nous reviendrons vers vous par email. Et enfin, avant de quitter le webinaire, un court sondage apparaîtra à l'écran. Donc, si vous pouvez prendre quelques instants pour y répondre, cela nous aiderait à améliorer nos prochains webinaires. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Alex pour qu'elle puisse se présenter. Du coup, Alex Bouchon, je suis QA au sein de Addis, notre entreprise depuis 5 ans. Arrivée là un peu par surprise, c'est pas du tout mon parcours initial, voilà. Et du coup, très intéressée par tout ce qui est collaboration, automatisation et travail collaboratif avec le dev pour s'assurer de la meilleure qualité possible sur nos fonctionnalités qu'on livre en production. Et donc, moi, je suis Bruno Winterberger, je suis développeur depuis 13 ans maintenant, tech lead chez Addis depuis 5 ans. J'ai effectivement une forte affection pour les sujets liés à l'agilité et puis une remise en question assez récente sur les pratiques de test. Et donc, c'est en travaillant avec l'équipe testing, en particulier avec Alix, on a un petit peu changé notre façon de travailler et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer. Très bien, merci pour vos présentations. Alors, je vais vous introduire rapidement Smart Testing, donc, qui est l'hôte de ce webinaire. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels français créé en 2015 et nous sommes spécialisés dans le test logiciel et l'ingénierie de la qualité. Smart Testing est reconnu comme un leader mondial en model-based testing et pour son expertise dans l'application de l'intelligence artificielle au domaine de test logiciel. Donc, notre solution YEST est une solution de conception visuelle de tests qui aide à accélérer la production des tests pertinents à partir des spécifications ou des tests manuels existants. Donc, cela fait déjà plusieurs années que Addis utilise notre solution et nous sommes bien sûr ravis de le compter parmi nos utilisateurs heureux. Nous travaillons également sur une nouvelle solution basée sur l'IA qui permet d'exécuter les tests manuels décrits en langage naturel. Donc, en complément, Smart Testing propose une formation spécialisée sur l'IA appliquée au test, donc certifiée et CQP, animée par une équipe des experts et axée bien sûr sur des exercices pratiques. Donc, je passe la parole à Alex pour la présentation de Addis.
Du coup, c'est Bruno qui va s'en charger. Très bien. Présentation d'Adis que je vais essayer de faire courte. Adis, c'est une société de courtage filiale d'AXA France. On est installé à Schiltigheim, juste au nord de Strasbourg. On a pour mission de gérer les contrats d'une association d'assurés qui s'appelle AJP, qui regroupe plus de 700 000 adhérents, ce qui nous fait un peu plus d'1 million d'adhésions. Pour faire ça, on est environ 600 collaborateurs, dont 120 à la DSI. DSI qui est en charge du développement et de la maintenance des outils informatiques à destination des agents d'assurance qui font la vente, des assurés directement, et puis des équipes de gestion qui sont sur Shopify. Au programme de ce retour d'expérience, on va commencer par vous montrer le contexte dans lequel on a décidé de prendre des actions. Donc, ce contexte met en avant des problématiques qu'on a décidé de traiter. On va vous montrer les solutions qu'on a appliquées pour chacune de ces problématiques. Et puis après, on vous présentera du coup les chiffres obtenus suite à ces actions et une petite conclusion. Et puis, on regardera qu'est-ce qu'on imagine pour la suite de nos actions à nous pour améliorer le processus de test au sein de ADIS. Du coup, je commence. Tout commence dans un contexte prometteur en 2019 avec la création de l'équipe testing au sein de ADIS. Et l'équipe décide du coup de ne pas concevoir manuellement les cas de test, mais d'aller vers une conception visuelle des parcours applicatifs avec du model-based testing. Et pour cela, on a sélectionné le logiciel Yest. Alors, qu'est-ce que fait Yest? Je le redis rapidement, même si la plupart le savent. Yest, c'est un logiciel qui permet de modéliser des parcours applicatifs qui représentent au final le chemin utilisateur et d'y intégrer les règles métiers qu'on souhaite tester sous forme de table de décision. Et pour chacune de ces tables de décision, en fait, on peut y associer des étapes de test. Une fois que tout c'est fait, donc là, vous le voyez à l'écran, il y a un parcours qui est représenté. Une fois que tout est modélisé et les tables de décision sont entrées dedans, le logiciel permet de générer automatiquement tous les cas de test. Et donc, tous les cas de test avec un nombre minimal de cas de test pour s'assurer de la couverture totale, maximale des règles métiers qu'on y a intégrées. Donc, il y a plusieurs avantages. Je vais en citer que 3, c'est ceux que qui me touchent le plus, on va dire. Le premier avantage, il est bien sûr visuel, parce que là, comme vous le voyez à l'écran, on voit le parcours applicatif, on peut le partager avec tous ceux qu'on veut. Le second, c'est plutôt au niveau de la maintenance. S'il y a un changement dans une des fonctionnalités, le changement se fait très vite, la répercussion sur les cas de test se fait encore plus vite, et on peut tout de suite commencer l'exécution. Et le troisième avantage, c'est de s'assurer en fait que la couverture, elle est maintenue. La couverture, quand je fais un changement, le logiciel m'assure que mes cas de test générés maintiennent cette couverture. Voilà. Donc, on a décidé de partir sur ce logiciel et ça s'est très bien passé. Ça s'est tellement bien passé qu'en 2000... pardon, j'ai cliqué trop vite. En 2021, il y a déjà eu un REX fait par notre ancien responsable d'équipe, Davy, au GFTL, sur l'utilisation de ce logiciel en mode agile chez ADIS. Donc en 2021, suite à ce REX, c'était vraiment la consolidation de nos processus de test, du testeur au sein de ADIS. On commence les premières pratiques collaboratives, on commence les premières automatisations, etc. Mais suite à ça, en 2023, on va quand même faire un constat. Il y a des défis qui persistent. Donc, ils sont listés ci-dessous. Il y a toujours des goulets d'étranglement au niveau des tests. Il y a toujours des recettes métiers longues et une automatisation qui est retardée, voire inexistante. Et je pense que ces constats, tout le monde les a déjà rencontrés dans le milieu du test. Ce qui fait qu'en 2024-2025, on a décidé d'avoir des actions pour régler ces problématiques récurrentes chez ADIS. Et on s'est posé 3 questions. Comment rattraper le retard dans la conception? Comment éviter la duplication des efforts? Et comment maximiser l'impact de l'automatisation dans notre process? Juste avant de continuer, on a un sondage
Là, je vous ai listé les problématiques qu'on rencontrait et on voudrait savoir, est-ce que vous rencontrez ces mêmes défis dans votre contexte de test de votre entreprise? Alors, vous devrez voir le sondage apparaître devant vos écrans. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Donc, c'est une question au choix multiple. Donc, si vous avez l'option autre, alors vous pouvez mettre vos réponses dans le chat et je partagerai bien sûr vos réponses avec tout le monde. Très bien, on va vous laisser encore quelques instants. Nous pouvons bien voir que pour l'instant, manque de temps pour les tests approfondis qui paraît être le défi le plus majeur. Donc, on va vous laisser encore quelques instants. Donc, n'hésitez pas à participer et nous pourrons voir donc, les défis les plus rencontrés parmi les participants de ce webinaire. Donc, hop. Très bien. Je vais clore le sondage. Merci beaucoup pour vos réponses. Et hop, j'arrête. Et je vais partager les résultats. Donc, vous devriez voir les résultats apparaître devant vos écrans. Comme je vous ai indiqué, donc toujours manque de temps pour les tests approfondis et le défi le plus majeur. Et puis, suivi des tests, maintenance des tests avec des changements fréquents et automatisation limitée ou inexistant des tests. Merci beaucoup pour votre participation et je vous laisse, Alex et Bruno, continuer votre Rex. Du coup, comme je le disais, en 2023-2024, on a décidé de répondre aux problématiques soulevées et ça tombait bien parce qu'il y avait deux projets qui commençaient à ce moment-là, le projet A et le projet B. C'est des projets qui sont très différents d'un point de vue technologie, mais qui se ressemblent dans le fonctionnement. Donc, les deux projets avaient volonté de travailler en méthode dans un cadre Scrum et on avait toujours un testeur pour 3 développeurs au niveau du ratio. Voilà. Donc, au cours de ce REX qu'on fait, en fait, on se remet au début de ces projets, on va un peu rejouer les échanges qu'on a eus, Bruno et moi, sur toutes les questions testing et processus de test. Voilà, donc effectivement, hein, si on regarde Alix, pendant la fin 2023, début 2024, que ce soit celui de notre équipe ou tous les tableaux affichés dans l'open space, ils ont à peu près tous cette apparence-là, à savoir des tickets qui s'accumulent dans la colonne de validation. L'explication, elle est simple, hein, tu l'as dit juste avant, on est en moyenne 3 développeurs pour un testeur. Le testeur, il ne peut pas aller plus vite, il peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, on arrive à être bloqué avec ce boulet permanence. La solution que je te propose, en fait, Bruno, c'est de commencer, en fait, la conception visuelle dès le sprint planning. Parce que si on se remémore, ce qui se passe, c'est que le développeur prend le ticket, le développe et le donne à ce moment-là au testeur qui commence la conception des cas de test, ce qui engendre un sacré retard. Et pour éviter cela, en fait, on va commencer la conception visuelle des parcours applicatifs en même temps qu'on prend le ticket au sprint planning. De cette manière-là, à la fin du sprint planning, on peut avoir les premières ébauches des parcours applicatifs qu'on a également partagés et on peut avoir déjà un plan de test sur comment chaque fonctionnalité va être testée. Donc l'idée là, hein, c'est d'essayer cette chose que tu nous proposes sur 2 ou 3 sprints, le temps que l'équipe s'en imprègne, et puis voir ce que ça donne. Plutôt bonne nouvelle, effectivement, puisque, on ne l'a pas dit sur le constat, hein, mais un des points qui fait que les tickets s'accumulent en validation, c'est qu'en réalité, il y a encore des allers-retours au moment des tests, puisque le testeur n'avait pas forcément bien compris l'US,
On a encore des incohérences dans les spécifications qu'on détecte au moment de l'exécution, de la conception ou de l'exécution des tests. Et donc ça, avec ce que tu viens de nous proposer, ce qu'on a mis en place sur ces 2 sprints, ça a grandement disparu. On a vraiment constaté un vrai shift left. Et puis les parcours applicatifs sont initiés. Et donc ça, c'est important puisque ça nous fait notre documentation vivante. Et puis la stratégie est définie. Elle est définie dès le sprint planning, donc au début du sprint. Et ça nous permet d'identifier la couverture de test. Donc on sait où on va aller. Hein. Ça nous permet aussi de prendre en compte cette charge de test dans le planning. Et puis d'identifier les règles métiers à automatiser. Mais attention, parce que quand on a fait ça, on s'est rendu compte que de temps en temps, le testeur il peut être un petit peu isolé. Surtout quand IS, c'est un logiciel qui est très facile à prendre en main, mais des fois, il y a une montée en compétence sur la modélisation qui doit être accompagnée. Et il y a une absence directe, en fait, du métier lors du sprint planning. Le métier n'est pas là. Du coup, quand on a certaines questions, on ne peut pas lui poser. Et ça nous amène à une autre problématique, le fait que le métier il ne soit pas avec nous lors du sprint planning. C'est qu'ils ne vont pas avoir confiance en fait dans la couverture qu'on a identifiée au moment du sprint planning. Et ce qui fait qu'ils vont refaire cette couverture avec leurs propres tests au moment de leur recette. Et du coup, on va avoir des recettes très, très longues. Effectivement, donc Alix le dit très bien, le métier ne regarde pas, mais surtout ne voit pas ce qu'on fait de notre côté. Et donc, pour moi, le problème, il est là. Et donc, j'ai envie qu'on applique un petit peu ce qu'on fait en bonne pratique de développement, à savoir faire revoir, faire relire ce qu'on produit à nos pairs, aux parties prenantes, et en particulier au métier. Donc, moi, je propose d'essayer de faire relire ces premières conceptions de parcours applicatif au métier avec des revues qu'on institutionnalise. 2 fois par semaine, une revue des parcours qu'on a créés. Et le mieux, c'est que cette revue, la lecture du parcours applicatif dans YEST, elle se passe par pas le testeur, donc soit le PO ou le MOA qui est dans l'équipe, soit un dev qui travaille sur la fonctionnalité. De la même façon, on a appliqué ça pendant 2 ou 3 semaines et on a regardé 2 ou 3 sprints, pardon, et on a regardé les effets que ça nous avait, les résultats que ça nous avait apportés. Donc les résultats, clairement, énormes résultats au niveau de la collaboration dans notre équipe. On a pu en séance valider les règles métiers, on a trouvé un consensus sémantique sur les objets métiers parce qu'on n'utilise pas le même mot pour définir le même objet métier. On peut parler de clients, d'adhérents ou d'assurés, ce qui a apporté de la confusion plus tard. Et puis, le métier avait une visibilité claire sur la couverture des tests acquis. Il savait ce qu'on testait, il était rassuré. Et après, de faire ce genre de travail de review tous ensemble, ça a amélioré le travail d'équipe. On se sentait beaucoup plus tous impliqués. On avait une communication beaucoup plus fluide. Et voilà ce que j'appelle le travail collaboratif. On a appris à travailler en fait ensemble. Par contre, le fait de faire ça, il faut bien dire que certains parcours applicatifs peuvent être complexes et du coup, c'est difficile de les expliquer, c'est difficile de les faire comprendre à tout le monde. Et deuxième point un petit peu rude, c'est au moment des fortes charges. Donc, quand on a des sprints qui sont un peu chargés, qu'on a un petit peu des deadlines, on a tendance à zapper cette partie de review. Et c'est dommage parce qu'un exemple sur le projet B, on a eu des bugs de prod qu'on a dû traiter, donc on n'a pas fait nos reviews. Et ce qui s'est soldé après à une recette avec énormément de bugs à corriger. Et c'était des bugs qui étaient dus à une mauvaise compréhension entre les trois amigos. Et donc, on la voit maintenant, ça fait plusieurs sprints, bientôt 6, qu'on met ça en place sur des projets qui démarrent. Hein. On arrive déjà à un patrimoine de tests de non-régression qui est plus que conséquent. Et donc, YEST a cet énorme défaut de vous dire quel test vous devez rejouer quand vous modifiez une fonctionnalité.
Et donc, on se retrouve avec potentiellement beaucoup de choses, beaucoup de cas à exécuter manuellement. Et là, on est face à notre premier mur, on n'arrive pas à assumer ces charges. Et tout ça, le problème vient on fait de l'exécution manuelle. En fait, tous ces tests de non-régression, on les réexécute manuellement. Et on sait que pour maintenir notre couverture, il faut les réexécuter et c'est une forte charge. Mais on a une solution. C'est qu'on a un automaticien qui était juste un étage au-dessus de nous et on va lui demander d'automatiser quelques-uns de nos cas de tests. Donc là, vous voyez, on part d'une user story, on a fait le parcours applicatif, on a généré tous les cas de test et on va en donner quelques-uns à l'automaticien qui est au-dessus de nous. Donc, il a son framework qu'il a développé et il nous demande juste de mettre tous nos cas de test sous forme de Gherkin. Alors, Gherkin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un langage commun qui est compréhensible de tous et qui se base sur des mots-clés soit, quand, alors. Donc, de la même façon, on a décidé d'appliquer ça pendant 2-3 sprints. Et on a vu déjà, au bout de 2-3 sprints, on a vu certains résultats. Alors, les résultats, c'est que, encore une fois, on avait amélioré notre collaboration parce qu'on avait un peu plus confiance en ce qu'on faisait et on avait une meilleure visibilité sur les tests métiers, les tests qu'on pouvait automatiser pour le métier pour éviter toute cette redondance de tous ces TNR. En fait. Et puis, on avait des tests automatisés. Effectivement, on parle depuis le début de visibilité du métier sur ce qui est fait par les équipes produits, les équipes techniques. L'automatisation, c'est un point où on n'a pas fait l'erreur de ne pas lui donner de visibilité dès le départ. Dès le départ, on avait des rapports de tests automatisés et donc le métier avait accès à ça. Et voilà, fort de nos deux déboires sur les actions précédentes. Pour autant, cette automatisation, on l'avait, mais elle arrivait relativement tardivement. Les équipes de dev étaient complètement passées sur un autre sujet au moment où l'automaticien commençait à scripter les tests de la feature précédente. Donc, équipe complètement désynchronisée, difficile de s'organiser dans une équipe agile, c'est quand même un petit peu triste. Et donc, la problématique de cette automatisation tardive, sa cause, elle est évidente. C'est que l'automaticien, il intervient un petit peu comme un mercenaire, il fait tout sauf partie de l'équipe. Voilà, donc je laisse me donner la solution, mais je pense que tout le monde l'a. La solution la plus simple et la plus évidente, en fait, ça a été de prendre l'automaticien, en fait, c'est de prendre l'automaticien avec nous dans l'équipe, en fait. Et vu que l'automaticien ne peut pas aller dans chaque équipe, en fait, on a décidé que l'automatiser, c'était à la charge de l'équipe de développement. Donc maintenant, les développeurs développent les fonctionnalités et les tests qui vont avec. Alors attends, Alix, parce que tu sais très bien que les développeurs, si tu leur demandes de faire un truc de plus, il y a peu de chances qu'ils le fassent bien. Donc moi, je te propose, pour être sûr que les développeurs le fassent tous sur toutes les features, c'est qu'on inscrit ça dans la definition of done. OK. Et notre definition of done, pendant un sprint, a été dev plus test, test automatisé, bien évidemment, à la charge du développeur. Donc après ce sprint, on a vu les premiers résultats. Alors là, vraiment, la collaboration, on a atteint le summum entre le dev, le testeur. On travaillait main dans la main, on était ensemble en permanence. C'était très agréable. Et surtout, on a eu une vraie approche automatisée où, à la fin du sprint, on a eu des tests automatisés. Voilà, des tests automatisés sur les fonctionnalités qu'on était en train de développer, qu'on allait livrer à la fin du sprint. Par contre, les développeurs ont effectivement bien travaillé avec les testeurs. Par contre, ils ont un petit peu oublié de se parler entre eux. Du coup, on s'est retrouvé avec des mots-clés Gherkin dupliqués, des notions, la granularité des notions dans nos mots-clés Gherkin qui étaient complètement disparates entre les développeurs qui les avaient rédigés. Voilà. On avait fait quelque chose, mais on n'arrivait
on sentait que le passage à l'échelle serait compliqué et que poursuivre dans cette direction serait compliqué. Du coup, on a dû travailler sur cette écriture des Gherkins au sein de notre équipe. Et on a dû se coordonner, en fait. L'équipe a dû se coordonner. Et pour ça, on a décidé d'utiliser le Gherkin à tous les niveaux. Donc, on a commencé à utiliser les Gherkins dans nos user stories quand on spécifie nos user stories. En dessous de chaque règle métier, il fallait qu'on ait un exemple sous forme Gherkin. Donc, par exemple, une user story sur le tarif, c'était un adhérent de 45 ans, soit un adhérent de 45 ans, quand il fait une simulation, alors le tarif XXX s'affiche. Donc, en dessous de chaque règle, il y avait un exemple, et ces exemples ont pu être utilisés directement par le développeur qui avait la user story à charge comme base de BDD, en fait. Pour valider, c'était une première validation du code qui développait. En parallèle de ça, le testeur, donc moi-même, je commençais à faire mon parcours applicatif avec toutes les règles métiers. Le fait d'avoir les exemples, ça m'aidait moi aussi pour mon parcours applicatif, pour m'assurer que j'avais bien compris. On générait le nombre de cas de test optimal avec la couverture qui était assurée. Et le logiciel Yes nous permet, en fait, pour chaque cas de test, pour chaque étape des cas de test, de mapper une phrase Gherkin et de générer automatiquement tous les Gherkins qui correspondent à ces cas de test. Voilà, comme vous voyez à l'écran. Donc, le logiciel me permet d'avoir ma campagne de scénario Gherkin avec la bonne couverture que je souhaite et toutes les règles métiers qui sont couvertes dedans de façon très, très facile puisque le mapping se répercute à chaque cas de test. Je prenais tous ces cas de test Gherkin, tous ces scénarios Gherkin avec la bonne couverture et je les donnais à la fin au développeur. Il complétait en fait sa base de test avec les Gherkin qui étaient complémentaires, en fait, qui étaient supplémentaires dans ce que je fournissais. Et de cette manière-là, on rebouclait pour voir si toutes les phrases Gherkin étaient correctes. Effectivement, alors on n'est peut-être pas rentré assez dans le détail de ce que doit faire le développeur à partir d'une phrase Gherkin, mais quand on écrit une phrase Gherkin, là on ne l'a pas précisé, mais on parle de test end-to-end. Donc il s'agit de piloter un robot qui va faire les actions dans notre navigateur. Ce pilotage, forcément, c'est du code. Forcément, il faut quelqu'un qui l'écrive et il faut que ce code aille exactement en face du mot-clé Gherkin et de chaque mot-clé Gherkin. Et Gherkin a cette puissance de pouvoir paramétrer ces phrases. Et donc, en rendant le code paramétrable, on avait des cas de test facilement, des cas de test génériques interchangeables. Et donc, le développeur, s'il faisait bien son travail avec le premier Gherkin rédigé en user story, il avait assez peu de travail pour gérer l'entièreté des cas de test qui n'étaient que des variantes du Gherkin initial. Et donc là, on n'est plus du tout sur une automatisation retardée, puisque l'automatisation, elle arrive même avant le parcours applicatif avec simplement le premier exemple issu d'un atelier d'example mapping, par exemple. Donc c'est top. C'est top. On s'est assuré aussi l'unicité des phrases Gherkin et on pourra même les réutiliser plus tard en amont avec le logiciel. Moi, je peux récupérer tout ce que vous avez développé et réutiliser ces phrases Gherkin pour mes futurs mappings, cas de test Yes vers Gherkin Yes. Donc c'est top. Le temps en fait qu'on mettait pour créer les scénarios automatisés a grandement diminué au cours des sprints. Donc tout ça, c'est très bien. On a juste un seul problème, c'est notre patrimoine de test auto. Oui. Il va falloir rattraper ce qu'on a fait sur nos 10 sprints précédents maintenant, entre ce qu'avait fait l'automaticien et ce qu'a fait notre équipe de dev avant qu'on s'organise sur le sujet.
Donc là, on a dû faire une petite pause dans l'espace-temps pour remettre ça au propre. Et puis faire et puis repartir sur des bases saines tout simplement. Voilà, donc c'est anecdotique, mais là, l'espace d'un week-end, on a remis à plat ce qu'il fallait pour que l'équipe puisse repartir sur des bases saines, parce que voilà, effectivement, dans le cadre d'un sprint, c'était compliqué de garder le rythme pour toute l'équipe et de le remettre tous en cohérence. Après ce week-end de remise à plat et de refacto des tests existants, on a appliqué cette méthode sur 2-3 sprints pour voir qu'est-ce que ça nous apportait, etc. Et en fait, encore une fois, on a vu un shift left phénoménal, puisque à la fin des sprints, tout était automatisé et presque le testeur n'avait pas de test manuel à faire. On avait vraiment des tests manuels avec de la valeur ajoutée métier, des manipulations qu'on ne peut pas automatiser, etc. à faire. Donc, vraiment un énorme shift left là-dessus. Et on avait clarifié les dernières zones d'ombre en mettant des exemples dans la user story, en fournissant la couverture, en fournissant une campagne de scénario Gherkin avec une bonne couverture via le logiciel Yes. En fait, on avait clarifié toutes les dernières zones d'ombre, donc tout le monde était vraiment raccord sur tous les points. Après, on a amélioré notre collaboration, parce que le fait de réutiliser les phrases Gherkin entre les différents cas de test, dans les exemples, etc., ça nous a demandé de beaucoup plus communiquer entre nous. Voilà. Et comme je le disais, on a une approche automatisée top, ensemble de tests automatisés et maintenance d'implémentation beaucoup plus facile, puisque il y avait ce... Là, il n'y a pas photo. Hein. Une fois qu'on s'est... Voilà, au début, c'était un petit peu l'expérimentation Gherkin et Cucumber pour l'équipe. Une fois qu'on l'a pris en main et qu'on s'est mis en place des bases solides, on a vraiment gagné en efficacité. Effectivement, les tests allaient très très vite à la fin. L'exécution via le robot était presque plus longue que l'écriture. C'est ça. Et du coup, on vient au point. Ah oui, elle était plus longue. Pourquoi elle était plus longue? Parce qu'on avait automatisé plus de 200 tests de non-règles dans une application, on appelle application de formulaire. Hein, donc, on a plusieurs écrans qui s'enchaînent avec une bonne centaine d'informations à remplir. Voilà, il faut forcément, malgré l'utilisation d'un robot, il y a toujours la latence réseau, la latence navigateur. Donc, même en parallélisant, même avec un tout petit peu d'infra, on était quand même à une bonne quinzaine de minutes à l'exécution. Et donc là, on s'est souvenu que normalement, les tests end-to-end, ils n'étaient pas censés être en bas de la pyramide de tests. Et donc, on s'est un petit peu remis en question sur notre approche. Et voilà où nous sommes arrêtés. Voilà. Donc, ces 5 actions, on les a appliquées sur les 2 projets dont je vous parlais au début. On vous a montré dans ce retour d'expérience tous les résultats que ça nous a amenés, etc. Mais je pense que vous montrez les chiffres. Ah, il y a un petit décalage dans la slide, désolé. Entre le constat et la fin des 2 projets, sur les 2 projets, vous voyez ci-dessous les bénéfices qu'on en a tirés. Donc, moi, j'attire l'attention sur le deuxième chiffre, moins 85% et moins 80% de recettes métiers. Donc, sur les 2 projets, les métiers, en fait, ils ont pu se concentrer sur leur valeur ajoutée et pas à refaire des tests que nous, on faisait déjà. Ils avaient confiance dans ce qu'on avait fait. Ils ont fait des manipulations qu'on n'a pas l'habitude, qu'on ne connaît pas, qui sont un petit peu atypiques ou qui ne sont pas automatisables, qu'il faut des droits particuliers. Donc ça a été vraiment un gros plus. J'attire aussi l'attention sur le moins 75% entre le temps dev plus test, parce que sur les autres projets, on avait beaucoup plus de temps de test, mais aussi de dev quand les bugs redescendaient. Après, on a vraiment diminué le nombre de bugs. Alors, le moins 8%, il s'explique parce que le projet B utilisait une technologie qui était nouvelle chez nous, un moteur de règles avec Drools. Et du coup, on a dû quand même avoir une petite montée en compétence sur cette technologie. Et par contre, sur les 2 projets, c'est les seuls projets au sein de notre DSI où on avait 100% de tests automatisés
quasiment toutes les fonctionnalités ont été couvertes par un cas de test, sauf cas exceptionnel. Voilà. Je pense qu'on a peut-être raté une métrique à l'initiale, hein, mais si on est ici sur des projets qu'on appelle, si on veut donner une taille entre L et XL, on est de l'ordre de 500 jours off. Oui. C'est plusieurs mois de réalisation. Et ces deux projets, où maintenant on peut en parler parce qu'on est en 2025, on les a finis, c'était 2024. Les maintenances qu'on a dû effectuer dessus se sont beaucoup mieux passées également parce qu'on avait tout ce patrimoine qui était à disposition. Du coup, en conclusion, pour toutes ces actions qu'on a mises en place, il y a vraiment 3 grands thèmes qui sont sortis. C'est la conception des tests dès le sprint planning, avec le shiftlet, la stratégie définie, la création d'une base de tests. Le deuxième thème, c'est vraiment la conception visuelle des tests qu'on a mis au centre en fait, des Scrum Amigos. Donc avec le langage visuel commun, la revue de tests en temps réel. On pouvait également, du coup, s'il y a une modification, changer le parcours en temps réel, régénérer en temps réel les cas de test et voir le nombre de cas que ça nous demandait de faire. C'était une information très importante pour estimer le coût d'une maintenance et confiance collective renforcée au travers de ce partage visuel. Et bien évidemment, une automatisation collaborative et intégrée. Donc, ça a été intégré au développement et l'implication des testeurs ont été intégrés dans cette démarche. Effectivement, et je rajouterais, hein, on avait certaines entreprises, et c'est ce qu'on faisait initialement, hein, c'est un automaticien qui a la charge de gérer le patrimoine de tests automatisés de toute ou partie d'une équipe. Le fait de descendre ça dans la responsabilité de l'équipe, les développeurs se l'approprient, mais certains testeurs avec une appétence un petit peu plus à la technique vont se l'approprier aussi, chose qu'ils n'avaient pas l'occasion de faire quand la charge était déléguée à un automaticien. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, on a été convaincus par cette approche collaborative, visuelle et automatisée. Et qu'on est content de l'avoir partagé avec vous tous. Donc, on a un deuxième sondage, c'est lesquelles de ces solutions aimeriez-vous expérimenter? Très bien, merci beaucoup Alix et Bruno pour ce retour d'expérience très passionnant. On peut voir hein, comment avec les bonnes méthodologies et des outils, finalement, on arrive à résoudre les problématiques du quotidien et améliorer notre processus global. Donc, le sondage apparaît à l'écran, donc n'hésitez pas à y répondre. Et comme tout à l'heure, nous allons partager le résultat avec vous en direct. Donc, toujours, il y a plusieurs choix possibles. Et puis, si vous avez autre solution, donc vous pouvez toujours la préciser dans le chat et nous la partagerons en direct. On va vous donner encore quelques instants pour que vous puissiez répondre aux questions. Donc, pour l'instant, ce qu'on constate, c'est la solution favorite. Donc, on a 2 solutions favorites, qui est la collaboration avec un support visuel entre les 13 amigos. Donc, c'est devenu la solution favorite. Donc, sinon, en deuxième place, pour l'instant, nous avons conception visuelle des tests ou implication des testeurs fonctionnels dans l'automatisation des tests. Hop, donc, je vous laisse encore quelques instants parce que les réponses continuent à arriver. Donc, c'est très intéressant d'avoir votre perception des retours d'expérience. Donc, hop. Donc, je pense que vous avez pu répondre. Je vais arrêter le sondage et partager les résultats avec vous. Hop. Et puis, je partage les résultats qui devraient apparaître sur vos écrans. Donc, 2 gagnants, collaboration avec un support visuel entre les 13 amigos et l'application des testeurs fonctionnels dans l'automatisation des tests. Très bien. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce sondage.
Et je vais arrêter le partage et laisser à Alex et Bruno de continuer. Alors avant de vous parler de ces slides, je veux quand même faire un disclaimer qu'on a oublié de faire au tout début de cette présentation. On l'a appelé la formule magique d'A10, mais c'est mal nommé. C'est notre formule magique. Il n'y a pas de silver bullet dans le monde du test logiciel, ni dans l'agilité. Ceux qui vous vendent des frameworks tout faits ne vous connaissent pas. Voilà. Donc, nous, cette solution, vraiment, elle est adaptée à nous et elle n'est même pas adaptée à notre entreprise, elle est adaptée à notre équipe. Voilà, parce qu'on fonctionne comme ça, parce que les personnes interagissent comme ça. Pour autant, on est quand même convaincu que les outils méritent d'être diffusés et élargis, voilà, sans qu'ils soient exactement utilisés de cette manière. Et donc, pour nous, après, qu'est-ce qu'on espère mettre en place chez Addis? C'est d'améliorer la traçabilité, puisqu'on avait parlé de rapports de tests automatisés. Ça reste quelque chose d'un petit peu fait maison, et un outil professionnel tel qu'il serait bien mieux adapté, bien mieux intégré à notre écosystème de gestion de tickets. Donc ça, c'est en cours. Tout ce qu'on met là, c'est très en phase quand même avec des pratiques agiles. Euh, un certain nombre d'équipes dans notre DSI étaient encore très cycle en V il y a quelques mois, voire quelques années. On a une transition vers l'agilité qui est en cours, et donc on a quand même fort attendu sur ce point pour que les équipes aillent vers plus d'automatisation, plus de collaboration. Et puis le dernier point sur lequel il faut encore qu'on se penche et sur lequel on a déjà fait certaines choses, je vous en parle juste après, c'est cette stratégie de test, et notamment sur la pyramide de test, puisque sur le projet A, on était vraiment sur la pyramide inversée, hein, le mauvais exemple de tous les livres de test. On est redescendu sur le projet B sur quelque chose d'un petit peu qui nous convainc un peu plus a posteriori. C'est le diamant que vous voyez en deuxième ici, à savoir ces tests Gherkin, plutôt que de les utiliser sur un robot qui attaque notre navigateur pour faire des tests end-to-end, les intégrer dans des tests pratiquement unitaires, quelque part entre des tests unitaires et des tests d'intégration. Et donc, on bénéficie de tout ce qu'on a vu dans cette présentation, mais à un niveau beaucoup plus bas dans la pyramide, donc avec une exécution beaucoup plus rapide, une boucle de feedback beaucoup plus courte. Et donc, c'est vraisemblablement vers ça qu'on va essayer de se diriger pour la suite. Le fait d'avoir eu cette agilisation de la DSI, ça nous a permis que les tickets, ils soient, enfin, que du coup, on ait des PO formés, que le découpage des tickets corresponde un petit peu mieux à ce que fonctionnellement on doit tester. Avant, les tickets, c'était les développeurs qui les faisaient. C'était difficile de faire cette traçabilité. Et du coup, de mettre tout ça en place, on peut imaginer de commencer à faire la conception des parcours applicatifs, non plus au moment du sprint planning, mais même en amont, puisque finalement, on a mis en place des backlog refinement, etc., dans lequel on peut commencer à faire les parcours applicatifs. Et la traçabilité, Bruno parlait beaucoup des rapports de tests automatisés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, c'était compliqué de faire de la traçabilité, même entre l'exécution de nos tests et nos tickets Jira, donc de tout mettre dans un même écosystème où tous nos outils rentrent dans cet écosystème, donc des US par ticket Jira, X-Ray pour les tests, mais Yest qui s'intègre également dans cet écosystème Jira. Voilà, tout est dans le même écosystème, tout est tracé et on peut partager absolument tout avec tout le monde, ce qui est vraiment très agréable. Voilà. Après, le disclaimer de Bruno, c'est notre méthode qu'on a appliquée sur 2 projets. Elle correspond très bien à notre projet. Elle peut ne pas correspondre à certaines équipes. Par contre, moi, je suis convaincue que ce qu'on a mis en place et les outils qu'on a utilisés peuvent largement servir de base pour toute équipe qui veut se lancer avec un cadre Scrum, avec la volonté de collaborer, avec la volonté de faire du shift left et d'automatiser. Voilà. Et bien sûr, on pense que pour faire tout ça, ce qu'il faut, c'est la création d'une communauté de tests et non plus d'avoir des testeurs isolés.
la communauté de test pour partager les bonnes pratiques, pour les mettre en place. Et ce n'est pas une communauté où il n'y a que des testeurs, c'est une communauté où il y a des testeurs, mais également des développeurs, des responsables d'équipe, des managers et comme nous, un directeur. Voilà. C'est fini pour nous. On peut passer à la question. Autant de Merci beaucoup. questions. Merci beaucoup, Alex et Bruno. Donc, nous avons déjà quelques questions. Alors, moi, je vais commencer les questions qui ont plus de votes. Donc, la première question, c'est tout d'abord, bravo pour la présentation et pour votre processus d'amélioration continue. Donc, j'ai une question. Quel intérêt de YEST si les tests Gherkin sont automatisés dès la définition de la user story? Alors, j'ai une réponse. Ah ouais, c'était- Parce qu'on m'a beaucoup posé cette question. En fait, quand on fait la user story, c'est un atelier de travail, on est tous réunis autour de la table, on fait la user story, on va dire des exemples qui nous passent par la tête à ce moment-là. Souvent, on met un exemple, deux exemples, on n'en met pas forcément beaucoup plus. Ce n'est pas un moment où on fait tous les exemples. Donc, on a un ou deux cas de test. Ce que nous apporte YEST, c'est que vu qu'on a les règles qui sont définies en fait dans les tables de décision et que les cas de test sont générés pour nous assurer qu'on a couvert toutes les décisions de ces tables de décision, on a une couverture qui est assurée. Et cette couverture peut nous amener à X cas de test. Alors que dans la user story, on n'en a mis qu'un seul. Yes nous assure de ne pas avoir oublié quelque chose. Yes nous assure que notre couverture de toutes nos règles métiers est présente. Et pour moi, il y a un point supplémentaire aussi, c'est que tu peux avoir des combinaisons. Tu peux avoir des combinaisons à faire à un moment donné, et si on fait le produit cartésien de toutes ces combinaisons, ça nous donne un nombre de cas de test exponentiel, on peut le dire ici. Alors que si on a bien fait la modélisation, on va être capable de faire le nombre de cas de test minimal qui passe par l'ensemble des décisions à prendre. Et ça a un impact partout. Parce que l'on fasse de l'exécution manuelle, avoir le moins de cas de test à faire, c'est agréable. Mais même une automatisation, même une exécution automatisée, parce que nos CI/CD ne sont pas scalés pour avoir X cas de test, en veux-tu, en voilà. Donc, le fait d'avoir cette couverture assurée avec un nombre de cas de test minimal, c'est vraiment un bénéfice. Et je rajoute, dernier point, désolée, j'ai un peu zappé, le fait qu'avec YEST, on peut récupérer les mots-clés qui ont déjà été implémentés. Du coup, sur une nouvelle fonctionnalité, je peux construire mes Gherkin à partir de mots-clés qui sont déjà implémentés et fournir des Gherkin avec les bons mots-clés. Ce qui fait que pour le développeur, je lui fournis mes Gherkin, il n'a plus rien à faire. Presque, il y a que je peux tout faire. Si je maîtrise Git, je fais un commit, je fais un pull, je fais un push, et puis voilà, j'ai automatisé la fonctionnalité. Alors que si on fait à la main, de manière cérébrale, les Gherkin, on va forcément oublier et on va créer de nouveaux mots-clés, on va perdre cette unicité qui est assez importante. Très bien, merci beaucoup. La réponse, elle était riche et on va enchaîner avec la question suivante, la question de Thomas. Utilisez-vous un logiciel pour garantir le syntaxe Gherkin ou vous basez sur la compétence de chacun? Je viens de répondre du coup. On se voit sur la compétence de chacun, mais Yes nous permet de réutiliser ces phrases Gherkin, en fait. Oui. Donc, en effet, pour la première création, vous vous basez sur la compétence de chacun et puis derrière, une réutilisation et non-duplication est assurée par Yes. Par Yes, oui. Très bien. La question suivante, votre approche fait l'école dans le reste de l'organisation à 10? Et si la réponse est non, pourquoi? J'ai pas bien entendu le début de la question, Guzal. Votre approche fait-elle école dans le reste de l'organisation à 10? Donc, c'est-à-dire, est-ce que le reste de l'organisation à 10 a pu adopter votre approche? Et si, dans le cas contraire,
Connaissez-vous les raisons? Alors, actuellement, elle ne fait pas école chez Addis. Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, elle est un peu organisationnelle. C'est-à-dire qu'on a mis ça en place sur 2 projets. Donc, même si j'étais la testeuse dans les 2 projets, j'ai travaillé avec des développeurs différents, de services différents, et ça s'est très bien passé. Ce n'était pas forcément qu'avec Bruno. Mais après ces 2 projets, notre DSI a été restructuré. On est passé par une agilisation, donc les équipes ont été un peu remodifiées, c'est des nouvelles pratiques, etc. Donc disons que l'année 2024-2025, ou fin 2024, début 2025, était plus orientée sur l'agilisation de la DSI que de mettre en place ces pratiques-là. Donc, on a dû un petit peu attendre avant d'industrialiser ces pratiques au sein de Toadis. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est cette industrialisation. Voilà. Simon, après, je dirais que pour changer cette approche de cette façon, nous, on a eu l'opportunité de démarrer avec une équipe déjà existante et soudée et sur un nouveau projet. Quand on est sur une base de code existante, je peux entendre qu'il soit difficile de sauter le pas. Et c'est le cas de beaucoup d'équipes chez nous. Oui. Et en plus, nous, on était sur des équipes qui étaient déjà un peu orientées produits, alors que beaucoup d'autres équipes étaient encore très orientées projet. Et c'est difficile, quand on est orienté projet, de passer ce cap. Voilà. Maintenant que tout le monde est en mode produit, on va pouvoir mettre ça en place partout. Très bien. Merci. Donc, quelle est la question suivante de Vincent? Quel est l'apport de Yes pour votre processus? Arrivez-vous à chiffrer le gain? Alors, on a fait un ROI sur Yes il y a longtemps. Et je pense qu'il est toujours d'actualité. J'ai plus les chiffres en tête, pardon. Mais on avait une diminution au niveau de l'exécution, de la maintenance des tests et du maintien du patrimoine de tests qui était quand même assez impressionnant une fois qu'on a mis Yest en place chez Addis. Donc au début, c'est vrai que c'était un peu notre temps passé en conception pouvait sembler un peu plus long, mais c'est vraiment ponctuel. C'est le temps que le testeur prenne en main le logiciel. Et après, même le temps de conception, je trouve qu'il diminue. Enfin, ça, c'est mon ressenti personnel. Je vais beaucoup plus rapidement avec Yes pour créer mes cas qu'à la main. Voilà. Et la question, c'était… J'ai oublié de dire que Smart Testing ne nous paye pas pour ce webinaire. Smart Testing ne nous paye pas pour ce webinaire. Je suis totalement convaincue de l'utilisation du logiciel Yest. Voilà, donc nous, ça nous a apporté vraiment une structure. Et en fait j'ai l'impression que Yest, ça nous a ouvert aux développeurs. Parce que si j'arrivais avant avec un développeur lui disant « Regarde, dans X-Ray, tous mes cas de tests à la main », le développeur il va me dire « Je m'en fiche ». Voilà, là, j'arrive avec un parcours visuel. Alors déjà, un logigramme, les développeurs, ils aiment bien ça, ils comprennent, l'étape de décision, ils comprennent, le fait d'utiliser des données de conception, ils comprennent. Ils ont l'impression qu'on a mis un pied dans leur monde, en fait. Et la discussion se passe beaucoup mieux. Et tout ça, ça n'a pas de valeur, ça ne se chiffre pas. Ça ne se chiffre pas, voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc oui, en effet, vous faites part d'amélioration qualitative, bien sûr, on ne peut pas Oui. toujours chiffrer et très bien, merci beaucoup. Et on va passer à la question suivante. Alors, le chiffre, c'est bien, mais comment parvenez-vous à prendre en compte les changements qui vont inévitablement vous tomber dessus? Les changements au cours du sprint? Oui, je pense que c'est les changements qui vont Donc, c'est venir. les changements sur une user story engagée, en fait. Mm. Ça, c'est une question d'agilité. Il y a plusieurs façons de faire. Ce qui est très bien, c'est que même si Yes nous permet de modéliser les règles métiers fonctionnelles en s'affranchissant finalement de l'IHM.
Je ne suis pas obligée de dire qu'il faut aller d'ouvrir cette fenêtre, de dérouler, etc. Je peux parler vraiment que de manière fonctionnelle. Et le fait que s'il y a un changement fonctionnel au cours du sprint, je peux le modifier dans mon parcours de manière très très facile. On valide tout ça et on régénère les cas de test en live. Et en live, on voit combien ce changement va nous impacter. Imaginons, je vous prends un exemple sur un projet, donc ce n'est pas le projet A ou le projet B, c'est un projet de délégation d'authentification avec une autre personne. Un changement, donc j'avais, à l'époque, on avait 180 cas, 130 cas et changement d'avis du métier, je dois changer de règle, je l'ai changé en live, j'ai régénéré et là on a vu qu'on est passé de 130 cas à 180 cas et j'ai pu totalement quantifier en live le fait que c'était pas jouable avec le temps imparti. Donc soit on livrait une première version et cette correction était sous forme d'un autre ticket pour une autre livraison rapprochée mais différente, soit il décalait la mise en production pour avoir la fonctionnalité globale. C'est très intéressant ce que vous dites finalement, de pouvoir justifier et finalement de démontrer l'impact de changement a pu servir de preuve que ça arrive trop tard. Très bien. Donc sur une fonctionnalité, c'est ça, sur une fonctionnalité qui avait 3 lots, le 3e lot a été modifié en live. Vu que je savais même le cas de test combien de temps ça me prenait sur les lots précédents, j'ai pu même quantifier en live, dire là, de faire tout ça, ça me demande de tant de temps d'exécution. Et je tiens à préciser qu'on ne pouvait pas, cette fonctionnalité ne pouvait pas être automatisée. Voilà, c'est pas qu'on ne voulait pas, c'est qu'on ne pouvait pas. Très bien. Alors, nous avons répondu à toutes les questions que vous avez posées pendant cette session. Si toutefois vous avez d'autres questions plus tard, vous pouvez toujours nous contacter. Si tu peux passer juste à la page suivante. Alex, merci beaucoup. Oui, pardon. Via l'adresse mail contact@smarttesting.com. Et nous arrivons donc tout d'abord, merci beaucoup Alex et Bruno pour ce partage de votre expérience. Donc c'est très enrichissant et j'espère que à vous les participants, ça vous donne quelques pistes d'amélioration de votre processus de test et j'espère que vous êtes également satisfaite de ce webinaire.